Alors c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est un château, c'est un lieu de pouvoir qui sert à la fois d'habitation pour le seigneur et sa famille, et aussi les gens qui sont proches, mais c'est aussi une grande salle qui permet, un peu comme une mairie, d'avoir un espace polyvalent qui peut servir de salle de justice, de tribunal. Le seigneur assure la justice, mais on y collecte aussi l'impôt. En fait, c'est un petit monde en miniature, un mini-État, qui est à l'échelle d'une commune ou d'une demi-commune, parfois pour des moyens seigneurs. On voit ça avant tout comme une forteresse, mais ce que je découvre, c'est que c'est comme donc une mairie avec tous les services annexes, le tribunal, la caserne, la gendarmerie. Donc il y a vraiment plusieurs fonctions au château fort. La fonction principale d'un château est défensive. Une garnison y réside en permanence. Différents éléments de son architecture servent à assurer sa défense. Il y a d'abord une tour maîtresse, plus massive, c'est le donjon. Chaque angle est renforcé par des tours de défense. L'entrée principale est fortifiée à l'aide de 2 tours. Les tours sont jointées par de hauts murs. Un bâtiment en pierre est construit à l'intérieur, c'est le logis du seigneur. Toutes ces fortifications subissent à ce moment-là une évolution remarquable. On abandonne la tour carrée, qui est beaucoup trop facile à prendre, parce qu'on est obligé de faire le tour d'un coin à l'autre pour voir s'il y a du monde, tandis que la tour ronde est beaucoup plus facile à observer. Mais surtout, on utilise moins de pierres pour la construire. Cela coûte moins cher. L'écartement des tours est établi en fonction de la distance d'une flèche. En moyenne, les tours sont espacées de 18 à 25 mètres. La porte d'un château est renforcée par une grille en fer, la herse. En temps de guerre, on brûle la passerelle ou un pont-levis est installé. En haut des murs, on aménage des créneaux qui permettent aux archers de tirer en étant protégés. Le fossé a une profondeur de 3 à 6 mètres. Il a pour objectif d'empêcher que l'ennemi s'approche. Donc on était devenus de très habiles constructeurs. Le château fort, fondamentalement, c'est avant tout une arme de dissuasion. Les châteaux sont avant tout des armes de dissuasion. Mais en temps de guerre, leurs systèmes de défense sont mis à l'épreuve. Nous allons découvrir les techniques des défenseurs et celles de leurs assaillants. Lors d'une attaque de château, l'objectif de l'attaquant est de franchir les murailles. Pour cela, il y a 3 principes. D'abord, on essaye d'escalader les murs avec des échelles ou des tours de siège. Mais la manœuvre est très dangereuse pour les soldats et les pertes sont énormes. Les assiégés repoussent les échelles ou ébouillantent l'ennemi avec du goudron enflammé ou de la chaux vive. La deuxième solution consiste à s'approcher au plus près des murs, puis d'y creuser un tunnel pour passer sous le château et surgir à l'intérieur. Les assiégés, au courant du tunnel de l'ennemi, construisent en même temps un contre-tunnel pour se livrer à un combat impitoyable sous terre. La troisième solution est de casser les murs à l'aide d'armes lourdes et puissantes, les trébuchets. Le trébuchet est une pièce d'artillerie médiévale. C'est l'arme la plus puissante de l'époque. Il faut 60 hommes pour la manœuvrer. Le contrepoids pèse entre 10 et 18 tonnes. Le projectile a une masse de 80 à 100 kg et la portée est de 200 mètres. Il faut 1 à 2 heures pour la réarmer. Les trébuchets ne sont pas transportés, mais construits généralement sur place, à proximité du château.